Je choisis d'aborder cette parole parce que je me suis rendu compte, ou je m'en rends compte très très souvent, que je suis en dialogue continu, sans arrêt. Je dialogue avec des gens, je les interpelle, je leur parle de plusieurs façons. C'est-à-dire que je les invoque, je les fais venir. Malheureusement, quelque part, il y a un aspect qui est, lui, indépassable. Il y a aussi des scènes fixes, des scènes immobiles, comme si la pellicule s'était arrêtée et qu'il n'était plus possible de la faire repartir pour connaître la suite du film. Ainsi, ce sont des scènes euh, toujours les mêmes que je visite, revisite. N'empêche que ces scènes, évidemment, fixes, immuables, ont donné naissance à tout un tas de, comment dire, de propos dans ma tête. Évidemment, une scène, même si elle est quelque part enfermée, même s'il est enclose dans le moment de sa survenue, le moment de sa production, elle garde un lien avec le réel dans ses diverses circonvolutions. Le réel et a cet aspect, donne cette impression de se transformer, de contenu, donc euh, de, de, de donner l'impression que il y a, il y a du neuf. À part l'élément aléatoire, le réel est toujours le même. C'est uniquement l'aléatoire, l'accidentel, qui crée de la nouveauté. Autrement, la répétition et la loi, la véritable loi, c'est la répétition, la cyclicité, et donc rien d'autre. Fondamentalement, je me rends compte, voilà, en fait, le centre, le pivot de ma parole, je me rends compte que il y a des gens, même si des absents, des fois absents depuis très longtemps, des fois absents depuis peu, mais souvent des absents. D'ailleurs, je n'ai que des absents depuis la survenue de ma catastrophe personnelle. Donc depuis 12 ans, je n'ai pas de contact avec des gens. Donc je peux dire, depuis 12 ans, les dernières personnes avec lesquelles j'ai eu une interaction, ça a été il y a 12 ans de cela. Après, j'ai eu quelques interactions, mais je ne peux pas. Elles ont été, euh, elles ont été vite rompues et donc quelque part, je ne veux pas leur donner un caractère de, un caractère référentiel. Elles ne constituent pas une discontinuité avec ce que j'ai pu vivre, avec ce que je traverse encore comme épreuve. Et donc fondamentalement, je voulais parler des raccourcis, mais les raccourcis d'un point de vue social, comme en fait de raccourcir le temps de l'ascension sociale et de passer d'une situation à une autre en empruntant des chemins de traverse. Et donc là,
je parlerai des raccourcis temporels. Et la temporalité, j'allais dire, subjective, et n'oubliez pas à des règles bien précises. C'est une vaste exploration, c'est une visitation, une revisitation d'un certain nombre de scènes de la vie de chacun, et ces visitations n'obéissent pas à une logique propre. C'est au hasard d'une association d'idées, d'une stimulation, au hasard un élément quelconque, que certaines scènes reviennent au niveau de la conscience. Il y a certes des scènes qui ont un caractère de récurrence. Il y a des scènes qui ont un caractère de prépondérance, alors que d'autres sont rarement convoquées, rarement visitées. Et donc voilà, donc il y a quelque part une sorte d'inégalité dans le traitement qu'on accorde à ceux-là. Et donc les absents, comme ça, considérant les choses avec une certaine, comment dire, avec le concours de l'évidence, l'évidentialité, quelque part les choses, ceux qui sont absents, ils sont absents. Je n'entends plus parler, donc ils ont disparu. Donc quelque part, je n'ai pas à me soucier de ce qu'ils peuvent devenir, je n'ai pas à les chercher, j'ai pas à renouer avec eux, ils ont disparu. Et pourtant, ces disparitions, quelque part, n'ont pas de caractère de permanence. Ce ne sont que des variations au niveau de la perception. Il y a des gens qui habitent en nous, quelque part, habitent notre corps, ou une partie de notre corps, habitent une partie de notre mémoire. Il y a des gens qui nous habitent de plusieurs façons. Quelque part, on est un peu lié de façon, comment dire, de façon incassable, imbrisable à ces gens. Je ne peux que m'incliner devant ce fait. J'ai cette particularité-là. Et donc, il y a des gens qui sont présents et constituent des éléments de référence, positifs ou non, et constituent des éléments présents. Et je les intègre dans mes paroles. Ces gens-là sont intégrés. Je réagis par rapport à eux à plusieurs reprises, de plusieurs façons. Je ne cesse jamais de communiquer avec eux, de leur parler, de les faire intervenir, de leur exposer mes points de vue, d'essayer de leur demander quelque chose. Il y a en moi une demande d'explication, une demande de pardon, une demande de clarification. Il y a toutes sortes de demandes. Et ces demandes-là restent suspendues dans un temps, quelque part un temps qui est immuable. Le besoin de la réponse de l'autre, le besoin d'une réaction demeure là, permanent. Ce n'est pas beaucoup le font sur le monde de l'expression orale. Beaucoup de gens convoquent certaines de leurs connaissances. Ainsi, quand on parle de ces histoires d'amour anciennes, là, il s'agit encore une fois de faire revivre ces gens, de recommuniquer avec eux, de quelque part de créer du lien. Parce que ce lien n'a jamais disparu, ne peut pas disparaître. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut refouler dans les plus sombres recoins de sa mémoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un travail qu'on fait comme ça. On repousse de plus en plus profondément jusqu'à ce que cela ne devienne plus visible.
Non, la visibilité, la présence est là. Les absents sont présents. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Alors, que faire? Que faire avec ce fait-là? C'est un fait subjectif, mais c'est un fait quand même. Il est d'importance pour moi. Que faire? Comment faire en sorte que ce qui est quelque part peut me peser, peut me conditionner, peut m'alourdir? Comment je peux l'utiliser à mon bénéfice? Comment je peux changer le contenu ou changer le déroulement de la conversation silencieuse, par essence mentale? Euh, Comment je peux faire? Donc ces paroles ont, bien sûr, je suis aussi convaincu que dans le processus de création de la parole, il y a nécessairement comme un besoin d'avoir comme ça présent à l'esprit des gens, des histoires. Et ces histoires, on les inclut, on les intègre dans la matière même du récit verbal. Cela constitue des éléments comme peut-être des pièces rapportées, mais en fin de compte, cela s'intègre, cela s'intègre de façon assez acceptable, cela donne l'apparence d'une certaine homogénéité, cela s'homogénéise. Et donc, quelque part, je peux donner, il ne s'agit pas d'expliquer à chaque fois, à chaque mot, quel est, à quoi il réfère, à quoi il renvoie. Seulement, si je fais une certaine analyse, si j'essaie de réfléchir sur mon prononcé, quelque part, je remarque, et je m'étonne aussi, de certains, de la tournure, je m'étonne de voir un élément particulier. Je me dis, comment j'ai fait pour le mettre à cette place-ci? Comment cela m'est venu? Donc, en plus de cette conversation silencieuse, permanente, récurrente que j'ai avec les différentes personnes que j'ai connues et que j'ai approchées, évidemment, il y a des personnes, il y a cette temporalité subjective, mais il y a aussi des événements qui sont des événements de courte durée, mais d'une intensité extraordinaire. Et certains gestes de rejet, certains gestes forts, extrêmes, vous obligent à chaque fois à produire de la réaction. Ils vous obligent à vous ajuster. Il y a ce perpétuel besoin de se réajuster. Il y a dans cette blessure narcissique indélébile, il y a des blessures narcissiques. Là, je convoque le vocabulaire psychanalytique, je l'utilise par commodité. Et cette blessure-là est quelque part, elle sera saignante pour le restant de votre vie. Vous pouvez très bien, comment dire, euh, essayer d'acquérir de la considérabilité, vous essayez de réparer autant que possible, vous pouvez maudire la personne en cause autant que vous le pouvez, autant de fois que c'est possible, vous pouvez l'essayer de l'intégrer dans quelque chose pour l'atténuer, l'intégrer dans un contexte plus général mais ce sont que des, comment dire, des,
pas réutiliser le terme de réparation, ce ne sont que des solutions, un peu, un peu pas très solides, un côté travail et mal fait, côté bancal, un côté mal assuré, un mot. Et ce mot-là, comme si vous étiez un Christ et éternellement cloué à sa croix, éternellement en train de saigner. Alors, tous les Christs sont cloués. Le Christ est mort, il a cessé de souffrir. Et pourtant, on continue de le faire souffrir, on continue de ressusciter, on continue de dupliquer cette souffrance. En quelque part, il y a comme une constance de cette image-là. Ces mots-là ont cessé il y a bien longtemps, des fois c'est 30 ans, des fois c'est 40 ans, et pourtant cela demeure actif. Il ne s'agit pas de désactiver, il s'agit pas, on n'est pas dans le domaine de l'Internet, de l'informatique, il suffit de décocher une fonction pour que cesse, encore qu'avec YouTube, c'est pas garanti, j'ai décoché la fonction j'aime, j'aime pas, et pourtant, ça a continué d'exister, ça a continué de fonctionner. Donc il y a des mystères aussi au niveau du monde numérique. En tout cas, ça marche plus facilement, il suffit de décocher. Je ne souhaite pas recevoir les offres promotionnelles pour que vous n'en receviez pas, a priori. Donc il ne suffit pas de décocher, il ne suffit pas de dire un mot, d'aller voir ailleurs, d'aller de disparaître. Il ne suffit pas de le désactiver, de le démettre. Il ne suffit pas de le décrocher. Il ne suffit pas de le quelque part, j'allais dire, le dématérialiser. Ce n'est pas possible. C'est un mot immatériel, mais qui a toujours cette netteté. Il sonne toujours, on l'entend toujours aussi clairement. Voilà, c'est cette sorte de discours permanent avec des absents. Permanence de certaines scènes, permanence de certains mots, permanence de certaines actions, permanence de certains... Ah, je ne veux pas faire ami-ami avec la psy, permanence de certains traumatismes, mini-traumatismes, mini-maxi peut-être aussi. Dans le mini, il y a aussi du maxi, il y a aussi entre les deux. On ne sait pas comment exactement placer le curseur. Peut-on considérer qu'un mot a fait plus de dégâts qu'une année, de retraite, qu'une décennie de non-action, a fait plus de dégâts qu'un refus de s'engager dans un mouvement, dans une organisation. Peut-être qu'il y a concours, qu'il y a participation, qu'il y a tout un tas d'éléments qui, empilés les uns sur les autres, mis ensemble, finissent par conduire à ce qu'une personne démissionne de tout processus vital. Démissionne parce qu'elle considère qu'elle n'a pas de qualité pour prétendre à une place de choix. Elle démissionne du combat social et elle démissionne de toute action, tout exercice de compétition. Elle ne réclame pas son droit à la vie, son droit au confort, son droit à une existence respectable. Elle ne réclame plus rien. Et s'auto, elle s'auto-dissout quelque part dans ses parcours, dans ses parcours anciens, dans cette suite d'échecs et de déconvenus.
voilà un terme, la déconvenue, un terme qui aussi est à sa place, qui peut être utilisé dans un contexte particulier, déconvenu. Voilà. Et donc, là, pourquoi ces dialogues, pourquoi cette récurrence? On disait que, quelque part, une histoire d'attachement existe quand il y a un vide affectif. Donc, quelque part, quand il y a de la place pour qu'elle, de nouveau, elle revienne à la surface. N'empêche que cela est encore plus important, cela est encore plus grave qu'une simple déconvenue amoureuse. C'est une déconvenue existentielle. Quand vous n'avez pas mené une conversation, une explication, une relation jusqu'à son terme et que vous êtes abstenu de vous exprimer comme il faut dans cette relation, que vous avez démissionné de cette relation alors que vous y avez encore des choses à régler, vous avez encore des choses à accomplir. Cette démission, ce retrait, encore une facette qui justifie, qui crée, qui recrée, qui permet à ces conversations continuent de se produire. Donc, je suis en permanence relié à des gens qui sont sur d'autres continents, des gens qui sont loin, des gens avec lesquels j'ai plus de contact depuis très longtemps, des gens qui sont vivants et malades, des gens qui sont vivants et, et peut-être certains aussi qui sont morts. Cette faculté que nous avons, que l'esprit a, de faire ces voyages, ces séjours, de réexister à chaque fois dans des scènes différentes. Certaines scènes sont revisitées plusieurs fois dans la même journée, d'autres sont visitées quelques fois par mois, d'autres sont visitées une fois l'an. Mais ces visites-là sont des visites réelles, ce sont des visites concrètes. Ce n'est pas une pseudo-visite, ce n'est pas un coup d'œil qu'on jette. C'est quelque part, ça peut acquérir, ça acquiert le caractère de la concrétialité, de l'effectivité. Cela est effectif puisque cela relance les choses. Quand vous avez un dépit, cela le relance. Quand vous avez un regret, cela le réactive. Cela réactive tout un tas, j'allais dire, de processus mentaux, tout un tas de réactions. Peut-être est cela qui nous maintient en vie, j'allais dire en désirance. Nous sommes parce que nous avons ces choses-là, ces conversations qui n'en sont pas, puisque dans une conversation, il s'agit d'avoir un vis-à-vis qui vous répond. C'est peut-être ça qui nous motive à essayer de fuir le silence, à essayer d'aller vers l'autre pour entendre une voix réelle, pour écouter quelque chose qui ne soit pas déjà dans votre registre mémoriel, pour peut-être trouver de l'inattendu, trouver du variable, trouver comment dire, de l'exceptionnel, trouver de l'original, qui sait, tout est possible. Et donc,
dans une situation où on ne cherche pas, on ne pense pas qu'on conçoit en capacité de communiquer de façon directe, réelle, il ne nous reste que cette façon-là de continuer, d'avoir un échange. Drôle d'échange d'ailleurs, mais c'est un échange. À défaut de rien, il y a cela. Donc toi, Véronique, toi, Suzanne, toi, Jean quelque chose, j'ai oublié. Toi, Georges, toi encore, Georges. Puis des tas de gens, Marie, et puis d'autres, d'autres et d'autres, qui sont là. Évidemment, ce n'est pas le prénom qui fait la personne. Vous entendez un prénom et moi je vois derrière une personne. Je vois derrière peut-être un sourire, je vois derrière un, un ton, un ton de voix, je vois derrière une existence, une, une configuration dans l'espace. Je vois derrière quelqu'un qui interagit, qui bouge. Je vois derrière une personne qui n'existe plus. Je vois derrière une personne qui est figée dans un âge, évidemment, puisque la plupart des gens, je les ai connus jeunes, donc tous mes référents, tous ces gens qui sont à la base de mes références mémorielles sont d'un certain âge assez jeune. Donc, je les maintiens d'une certaine façon dans une jeunesse, une sorte de jeunesse éternelle. Ils n'ont pas vieilli, ils sont toujours actifs, ils sont toujours participatifs. S'ils rient, ils n'ont jamais cessé de rire. S'ils sourient également, s'ils disent des choses, des jolies choses, ils continuent de les dire. Ils ont fait preuve de créativité, ils sont toujours des créatifs, etc., etc. Voilà la chose qui, quelque part, sous-tend ces paroles que je disperse comme ça. Je suis étonné, effaré par la quantité de ces conversations et de cette euh, comment dire, et cette façon d'être. Je ne peux pas y échapper, je ne peux que constater et je sais que dès que j'arrêterai de parler, il y a de nouveau le surgissement d'une personne, d'une parole. Et voilà, donc évidemment, la plupart de mes références mémorielles sont à Toulouse, quelques-unes sont au Maroc, mais je n'ai que Toulouse et ma ville natale en grande partie. Donc j'ai vraiment, géographiquement parlant, ça fait un espace tout petit et pourtant c'est mon espace, le seul que j'ai et je ne peux pas le remplacer. Dans ce processus qui m'a conduit à refuser la vie, à tenter d'exiler les autres, de, parce que je n'avais pas le choix par rapport à ce qui m'est arrivé. Je ne pouvais pas accepter de vivre normalement, accepter d'avoir un comportement convenable, un comportement, comment dire, euh, banal. Je ne pouvais pas. Et donc, exiler, renvoyer, tenir à distance, peu importe le terme, j'ai réellement un sérieux handicap social. Je ne peux faire face aux vivants. Je ne peux même pas faire face à ces absents qui habitent ma mémoire. Moi, je passe ma vie à essayer d'exister
vis-à-vis d'eux, à essayer de me défendre, à essayer de me justifier. Eux, ils ne, ils ne, ils ne disent plus rien, ils ne disent plus rien d'autre que ce qu'ils ont dit, ils ne font plus rien d'autre que ce qu'ils ont fait. Et donc je suis obligé de me déterminer face à leurs paroles qui ne varient jamais et pas face à leur être qui ne change pas. Et c'est moi qui vis, qui, euh, qui change, qui bouge, qui interagit par rapport à cela. Il y a des moments où je suis plus en capacité de rétorquer, en capacité de répondre, en capacité d'exister. À d'autres moments, je dois reconnaître que je suis défait, reconnaître qu'ils me sont supérieurs, qu'ils ont fait preuve d'une plus grande force de vie et que quelque part, si ils ont eu droit à vivre alors que moi, j'ai plutôt le le devoir de m'éclipser, le devoir de m'occulter et le devoir de disparaître.